C'est notre rendez-vous du week-end, d'une semaine dans le monde. L'actualité vue par nos éditorialistes et chroniqueurs qui nous accompagnent ce soir. Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Thomas Hoffnung, chef du service international de La Croix. Alain Chalvron, grand reporter, ancien correspondant de France Télévisions à Washington et à Pékin. Et Anne-Elisabeth Moutet qui nous rejoindra, éditorialiste au Sunday Telegraph. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. On en vient donc à ce qui nous occupe ce soir. D'abord, ce regain de tension entre Paris et Alger après le rappel de l'ambassadeur français d'Algérie et les expulsions réciproques d'agents consulaires. Que reste-t-il du dialogue entre les deux pays? Y a-t-il une affaire Retailleau, comme l'affirme le pouvoir algérien? C'est l'une des questions que nous nous poserons. À la une également, le bras de fer entre Harvard et Donald Trump aux États-Unis. La Maison-Blanche a coupé plus de 2 milliards de dollars de subventions à la prestigieuse université. À quel point la liberté académique est-elle en danger dans le pays? Nous verrons avec nos invités ce qu'il en est. Et lui se présente comme l'anti-Trump, le président chinois Xi Jinping qui conclut sa tournée en Asie. Objectif, resserrer ses liens avec ses partenaires dans la région. Une réaction bien sûr à l'offensive douanière américaine. Que reste-t-il du dialogue entre Paris et Alger après la grave crise à rebondissement? Cette semaine, une nouvelle poussée de fièvre provoquée notamment par l'arrestation d'un agent consulaire algérien en France, puis par des expulsions réciproques de 12 fonctionnaires. Paris a rappelé mardi son ambassadeur en Algérie, mais une chance est gardée pour la diplomatie. On écoute Jean-Noël Barrot. Au-delà de cette période de difficulté, de tension, à un moment ou à un autre, le dialogue devra se renouer entre les autorités de nos deux pays, et c'est grâce aux relations cultivées, préservées par les sociétés civiles que nous y parviendrons. Alain de Chalvron, d'abord sur la nature de cette crise. Alger accuse spécifiquement le ministre français de l'Intérieur d'en être l'unique responsable, Bruno Retailleau. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'affaire Retailleau? Où se situe l'affrontement? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais effectivement, il y a quand même quelques doigts pointés sur Retailleau, à juste titre. C'est quand même une histoire qui remonte à il y a un an. Pourquoi elle sort maintenant, tout d'un coup, comme ça les Algériens pensent que si on l'a fait sortir un an après, c'est qu'on voulait faire quelque chose. Et qui l'arrestation voulait faire quelque chose? de l'influenceur. Retailleau, quoi, voilà. Il y a plusieurs problèmes aussi. Le problème des passeports. Si vraiment le fonctionnaire qui a été expulsé avait un passeport diplomatique, on est très limite. Hein. C'est vrai que les diplomates n'ont pas le droit d'être expulsés. Alors la France dit que ce n'était pas un passeport diplomatique, c'était un passeport de service. Les Algériens disent mais non, c'était un passeport diplomatique. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu le passeport. Enfin, aussi quelque chose de trouble. Et surtout, je dirais, c'est briser une tradition. Parce que des barbouzeries entre la France et l'Algérie, c'est pas la première. Hein. Ce sont les termes employés par le ministre algérien des Affaires étrangères. Ah vous voyez, on a les grands esprits se rencontrent. Mais qui cible, lui, directement Bruno Retailleau. Oui, mais je vous dis, c'est pas... Alors d'habitude, ces affaires se réglaient en douce. C'est-à-dire on expulsait les gens avant que l'affaire n'éclate en réalité. Il y a même eu une histoire très célèbre, l'affaire de l'assassin de Messili. C'était un avocat qui était un des bras droits de Haït Ahmed, qui a été assassiné à Paris. C'était Pasqua qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Les responsables de l'assassinat ont été renvoyés en Algérie et puis on a parlé de rien, sauf que l'affaire a rééclaté 30 ans après. Mais d'une façon générale, on étouffait ces affaires, et là, au contraire, on l'a mise sur le tapis. Après le mirage d'un rapprochement, de très courte durée, voilà, ça a duré une semaine. Il n'avait pas beaucoup plu à M. Retailleau, ce rapprochement. C'est un euphémisme. Justement, Thomas Hoffnung, c'est aussi le fait pour Alger de cibler le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas cibler l'ensemble de l'État français pour finalement maintenir un canal de discussion avec l'Élysée et avec le Quai d'Orsay, finalement ? Oui, effectivement, on voit bien que Bruno Retailleau est ciblé nommément par le pouvoir algérien. C'est quand même assez étonnant de voir ce pouvoir s'en prendre à lui, encore une fois, nommément. Et puis, on parle de ces deux lignes qui coexistent au sein du gouvernement français, entre la ligne Barrot,
la diplomatie, et puis la ligne dure, on va dire, du ministre de l'Intérieur. La ligne Macron aussi, surtout. Voilà, mais en même temps, ce qui est assez troublant dans cette affaire, c'est que c'était au moment où il y avait une nouvelle accalmie. Il y a eu ce coup de fil entre le président Macron et le président Tebboune. Donc moi, personnellement, j'ai du mal à croire que Bruno Retailleau ait pu jouer cavalier seul, enfin qu'il soit derrière cette affaire. On sait que la justice, elle est censément indépendante, mais qu'il peut y avoir des instructions qui sont données. Encore une fois, ce qu'on voit dans cette affaire, c'est quand la diplomatie est percutée par les affaires judiciaires. On l'a vu notamment en Afrique subsaharienne, où il y avait eu un certain nombre d'affaires qui avaient entaché les relations entre la France et certains pays de l'ancien précaré, ou la Guinée équatoriale, c'était l'affaire des biens mal acquis. Donc la France est très mal à l'aise aussi avec ces questions judiciaires. Là, honnêtement, moi, je trouve qu'elle n'avait pas intérêt à sortir cette affaire à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a eu une interférence à tel point qu'Emmanuel politique. Macron, que Jean-Noël Barrot a dû rappeler l'indépendance de la justice. Oui, et puis, vous voyez, le garde des Sceaux, je crois, Gérald Darmanin, devait se rendre juste après Alger. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment que cette affaire, elle tombe pas à point nommé pour le pouvoir. Alors, est-ce qu'après, il y a du tirage en interne au sein du gouvernement, entre les deux lignes dont je parlais? C'est pas impossible, mais moi, je vois surtout une mauvaise coïncidence, un mauvais timing qui vient brouiller cette énième tentative de réconciliation entre Alger et Paris. Une histoire donc de timing. Pour vous, Anne-Elisabeth Moutet nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Sunday Telegraph. Comment cette affaire algérienne est perçue à l'étranger ? Alors d'abord, elle n'est pas très perçue parce que hors de France, c'est pas une très grosse affaire. Ensuite, on se rend bien compte en Grande-Bretagne que la France a des relations extrêmement difficiles avec l'Algérie, à l'opposé du Maroc et dans un moindre côté de la Tunisie, où les relations sont beaucoup plus apaisées. Et donc, c'est plutôt vécu comme une des nombreuses itérations je dirais, du positionnement des pays anciennement colonisés à affirmer, largement d'ailleurs souvent pour leurs audiences internes, leur indépendance et leur capacité je dirais, de nuisance à l'ancienne puissance coloniale. Mais on peut se poser des questions sur est-ce que ça n'arrange pas le président Tebboune d'avoir en ce moment, à grand bruit, cette querelle avec la France? Oui, il y a effectivement une instrumentalisation toujours des opinions dans ce type d'affaires. Alain de Chalvron, quid de l'opinion algérienne justement? Est-ce qu'elle est homogène surtout sur ce point vis-à-vis de la France? Écoutez, c'est bien difficile de savoir. Parce Elle est difficilement lisible aussi. Oui, voilà. Mais si vous voulez, la relation franco-algérienne au niveau des peuples, c'est une relation haine-amour. Donc les Algériens en particulier ont pour beaucoup envie de venir en France, ont de la famille en France, aiment voyager en France, parlent français. Mais d'un autre côté, il y a déjà le passé qui joue. Et puis, ces relations conflictuelles. Mais vous préférez les Marocains? Non, on préfère les Algériens. Non, vous préférez les Marocains, c'est visible, etc. Il y a la reconnaissance. C'est passionné, quoi. Donc, c'est difficile de savoir. Mais au fond, mon point de vue personnel, c'est que les Algériens, le peuple algérien, ils détestent pas la France, en fait. Oui. Ouais, je pense. Oui, je pense que les jeunes, notamment la jeune génération, mais déjà, ça fait un moment, je me rappelle quand Jacques Chirac s'était rendu à Alger, les jeunes, notamment dans les rues, criaient des visas, à l'époque, ou du boulot. Enfin, les jeunes veulent aller, enfin, beaucoup de jeunes ne sont pas du tout dans cette logique d'affrontement entre les deux pouvoirs. D'une certaine manière, certains ont parlé de rente mémorielle du côté algérien. C'est vrai que c'est une expression qui crée beaucoup d'émoi à Alger, mais elle n'est pas fausse. C'est vrai qu'on voit bien ce qu'on disait sur le président Tebboune, qui peut, de temps en temps, il sort cette carte contre la France. Mais du côté français aussi, puisqu'on parlait de Bruno Retailleau, on voit bien aussi que ça peut servir aussi des desseins politiques. C'est bien de se montrer très ferme vis-à-vis de l'Algérie. Donc, cette instrumentalisation de part et d'autre, je pense qu'elle pollue beaucoup et elle brouille beaucoup ces efforts, ces tentatives d'apaisement entre Paris et Alger. Justement, est-ce que c'est vraiment la ligne Retailleau qui s'impose à Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut parler de divergence de fond entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau sur le dossier algérien? C'est-à-dire que je pense que Macron considère toujours son précaré. Voilà. Il considère que les affaires étrangères, c'est lui. Et donc, il n'aime pas beaucoup qu'on piétine un peu ce précaré. Alors, est-ce qu'il en veut à mort à Retailleau?
J'en sais rien, mais en tout cas, ils ne sont pas sur la même ligne. Hein. C'est sûr que lui, il est dans une ligne de réconciliation, de calmer le jeu avec Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Mais est-ce que ça se traduit par une espèce d'animosité qu'on peut trouver, par exemple, en Conseil des ministres entre le président et le ministre de l'Intérieur? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est clair. Oui. On parle plutôt il y a certains analystes politiques, en tout cas, qui parlent plutôt de distribution avisée des rôles entre, d'une part, Bruno Retailleau qui adopte une ligne dure et Emmanuel Macron qui veut garder l'ouverture, la diplomatie ouverte, etc. Je pense que on voit que c'est une affaire aussi franco-française, en fait. Et Bruno Retailleau, bon, il est populaire. La position de fermeté qu'il affiche, semble-t-il, est assez populaire. Il surfe un peu là-dessus. Donc je pense que le président Macron est obligé d'en tenir compte. Mais il me semble que, comme vous l'avez dit, qu'il est plutôt sur la ligne Barrot, de la diplomatie, de la discussion, de l'échange. La France, elle a fait le plus dur, d'une certaine manière, avec l'Algérie, c'est de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ça, c'était la ligne rouge, le chiffon rouge pour Alger. Bon, ben, la France l'a fait par cette lettre qu'Emmanuel Macron avait envoyée. Et donc, voilà, maintenant, on est dans les suites. Et Paris essaie de faire le service après-vente, d'arranger les choses. Et il y a toujours ces interférences. Et là, encore une fois, je pense que la dimension de politique intérieure française joue beaucoup et perturbe le jeu. Pardon, juste un mot. Quand vous dites c'est un jeu de rôle, chacun s'est réparti un rôle. Non, je crois que c'est quand même plus profond qu'un rôle. Hein. C'est, comme tu le disais, Macron, il est vraiment convaincu, c'est un de ses axes politiques, qu'après le pas qu'il a fait vers le Maroc, maintenant, il faut trouver tous les moyens de se réconcilier avec l'Algérie. Et donc, toutes les bananes qu'on lui met sous les pieds sont malvenues. Justement, Anne-Elisabeth Moutet, comment cette reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, donc par Paris en juillet dernier, impacte l'image de la France à l'international? Comment il est interprété ce pas de la France vers le Maroc et donc au détriment de l'Algérie? Il y a tout de même une vision un peu différente, je dirais, de la crise du Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie, parce que on se rend bien compte que depuis la fameuse marche verte de 1974, tout a changé. La population a changé, les âges ont changé, les intérêts ont changé. Et donc, j'ai entendu dans plusieurs conférences en Grande-Bretagne voir ça avec, je dirais, beaucoup plus de détachement que, je dirais, n'en aurait le gouvernement algérien lui-même. L'autre chose, c'est que nous sommes en train de parler de la crise du Sahara occidental. Il y a une chose qui, en revanche, a fait un impact. J'ai dit tout à l'heure qu'on parlait pas trop des problèmes entre la France et l'Algérie, mais il y a une chose qui a fait un grand impact. En France, c'est évidemment, en Grande-Bretagne, c'est évidemment l'arrestation et la condamnation de Boualem Sansal. Alors, ça colore extrêmement mal, je dirais, la vision du point de vue algérien, parce qu'on a tout de même l'impression qu'il y a un otage de 80 ans qui est retenu d'une manière parfaitement arbitraire, auquel on a flanqué, comme dans un gouvernement de la période communiste, un procès politique, et qu'on a mis en prison à 80 ans. Ça, c'est une chose, on personnalise beaucoup l'actualité dans les pays anglo-saxons, et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait impatient. Effectivement, l'avenir de l'écrivain franco-algérien qui s'assombrit, Thomas Hoffnung. Oui, c'est vrai que justement, Emmanuel Macron avait fait des déclarations assez optimiste en disant qu'il pensait que ça allait s'arranger. Il y avait eu cette audience express au terme de laquelle il a été condamné, Boualem Sansal. On s'est dit peut-être que le gouvernement algérien va l'emprisonner encore pendant quelques temps, puis au moment de l'appel, le gracier et qu'il puisse rentrer en France. Et là, à nouveau, tout est arrêté. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter pour lui, pour Boualem Sansal. On sait qu'il est en très mauvaise santé. Et il ne faudrait pas qu'il fasse les frais de ce bras de fer franco-algérien. Alors, quelle sortie de crise possible? La balle est dans quel camp aujourd'hui, Alain de Chalvron? Dans les deux, en réalité, hein, parce que effectivement, il y a cette affaire aussi du côté algérien, du côté français. Il va falloir quand même qu'on se mette d'accord, hein, qu'on trouve une ligne et qu'elle soit imposée ou par le Premier ministre ou par le Président de la République. C'est vrai que le Président de la République, maintenant, a des moyens de pression sur les ministres qui ne sont pas ceux qu'il avait avant. Mais c'est sûr que cette espèce de double langage que nous avons, il faut que ça s'arrête. Et du côté algérien, il faut qu'on voit aussi quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on veut faire de ces rapports avec la France. Apparemment, Tebboune avait quand même voulu aussi, à un moment donné, qu'on calme le jeu. Et malheureusement, cette affaire est intervenue à ce moment-là. Personne ne peut rompre, en fait, hein, ni du côté algérien, ni du côté français.
il y a ces tensions, mais on voit bien que c'est impossible, je pense, pour les deux pays de rompre. Il y a trop d'intérêts communs, trop d'histoires communes. Et cette présence dont on parlait Alain tout à l'heure, c'est que ces communautés, la communauté algérienne, c'est je crois que c'est plus de 2 millions de personnes en France. Enfin, première, deuxième génération, et voilà, donc on peut pas rompre, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, et ce sont aussi leur sort qui est suspendu à l'avenir des relations entre Paris et Alger. Les contacts sont maintenus. Paris souhaite revenir à l'apaisement donc avec l'Algérie selon des sources diplomatiques. On va voir ce que nous disent les dessins de presse sur ce dossier avec vous, Laure Simoes. Bah oui, on voit bien que le champ lexical de l'amour est très présent sur cette affaire. Et donc, on a parlé de haine, d'amour, rompre, pas rompre. Les dessinateurs, évidemment, sont dans le même registre, si j'ose dire. On a un premier dessin du dessinateur Damien Glé du Burkina Faso, qu'on voit tout de suite à l'antenne, voilà. C'est pas les feux de l'amour, c'est les feux du désamour en ce moment. Mais Glé s'amuse en caricaturant Tebboune et Macron dos à dos, tels des amants brouillés dans ce feuilleton à rebondissement, parce qu'il n'est pas dit que la semaine prochaine, l'accalmie revienne. Un autre dessin de Millon, dessinateur français, on l'a dit, il y a 2 semaines à peine, la crise entre les deux pays semblait s'être apaisée grâce à l'intervention du président français qui a fait office de pompier un peu, son ministre de l'Intérieur étant plutôt partisan de la méthode abrasive. France-Algérie, le torchon brûle à nouveau. Je viens juste de briser la glace avec Tebboune. Il va falloir peut-être qu'il s'y recolle. Et puis pour terminer, un dessin de Dilem, du grand dessinateur algérien Dilem, qu'on ne présente plus. On parlait de Boualem Sansal. C'est sûr que l'espoir d'une grâce de Sansal qui est, on vient de le dire, Anne-Elisabeth le disait très bien, otage de cette crise politico-diplomatique, s'éloigne de jour en jour. À voir ce qui va se passer, mais ce dessin montre le boulet agrandi que le policier, enfin que le garde apporte à Boualem Sansal. Aïe, la crise s'est aggravée, c'est comme ça que lui perçoit de l'intérieur la crise et l'évolution de la crise entre les deux pays. Boualem Sansal qui est victime collatérale de cette crise. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier ce soir. L'autre temps fort de la semaine nous emmène aux États-Unis avec cet autre bras de fer, celui qui oppose Donald Trump à plusieurs grandes universités américaines. Parmi ses cibles, Harvard, qui s'est vu geler plus de 2 milliards de subventions. En cause, son refus de se plier aux exigences du président américain. Donald Trump qui persiste et signe, il a renchéri ce jeudi devant les journalistes. Harvard est une honte. Ce sont ses mots, on l'écoute. Je pense qu'Harvard est une honte. Je pense que ce qu'ils ont fait est une honte. Mais le statut d'exonération fiscale, je veux dire, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Et il a été utilisé à mauvais escient par bien d'autres qu'Harvard. Je ne crois pas qu'ils aient pris une décision finale, mais c'est quelque chose avec lequel ces écoles doivent vraiment être très très prudentes. Elles sont très antisémites, que ce soit Columbia, Harvard ou Princeton. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais elles ont mal agi, et d'autres manières encore. Alors il va falloir examiner la question de très près. Anne-Elisabeth Moutet, la dernière attaque du camp trumpiste, ce sont les républicains du Congrès qui ont lancé une enquête sur Harvard. Donc au-delà de la rhétorique, le bras de fer se déplace sur le front judiciaire, c'est inquiétant. Écoutez, Harvard a été le témoin d'incidents extraordinairement dérangeants, je dirais, depuis 2020, et beaucoup plus encore à partir du moment où il y a eu le conflit entre Israël et le Hamas. La direction de l'université, qui est prête à virer des professeurs qui utilisaient mal, par exemple, les pronoms de quelqu'un, a laissé attaquer des étudiants juifs, brutaliser des étudiants juifs, faire des manifestations, terrifier les professeurs. Et régulièrement, il y avait des plaintes et il se passait rien, l'université ne parlait pas. Il y a eu une audition extrêmement importante au Sénat, dirigée par la sénatrice Elise Stefanik, qui depuis est brièvement devenue ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, mais qui a été ramenée au Sénat parce que la majorité de Trump tient à deux voix, enfin si on compte celle de J.D. Vance, le président. Mais elle a fait une audition de la présidente de Harvard, de la présidente de Columbia et une troisième, j'ai oublié le nom de l'université.
Et à chaque fois, elle leur a fait répéter 5 fois, est-ce que vous ne considérez pas, elle disait, mais nous ne pouvons pas accepter ça pour les principes de Harvard. Est-ce que les principes de Harvard, dit donc la présidente de la commission d'enquête parlementaire, est-ce que les principes de Harvard vous autorisent à dire mort aux juifs sur le campus de l'université? Et 5 fois, les présidentes ont dit que c'était pas une question qu'on pouvait poser comme ça et qu'il y avait des questions de liberté de parole. Alors, je dirais que Harvard est absolument dans le collimateur de toute la droite américaine, et ça dépasse les Trumpistes, parce que la situation de plusieurs minorités, je parle des étudiants juifs qui ont été mis en cause au moment de la guerre entre Israël et le Hamas, mais vous avez aussi plusieurs procès très importants qui sont faits par des Chinois, des gens d'origine asiatique, qui ont été minorés dans les admissions parce qu'ils avaient des trop bons résultats. Et par conséquent, on a décidé qu'une minorité qui avait trop bons résultats devait s'effacer par rapport à d'autres minorités qui, elles, qu'on voulait, elles, faire avancer au nom de l'équité et non pas de l'égalité. Alors, Harvard, en ce moment, était depuis longtemps à la fois un symbole et puis également un sujet, je dirais, pour la base de Donald Trump, la base MAGA, de gens qui n'ont absolument pas les moyens d'envoyer leurs enfants à Harvard. Harvard, ça coûte quelque chose comme $70 000 par an, et il faut encore que votre enfant soit logé, nourri, etc. pendant tout ce temps-là. C'est donc des gens, des universités incroyablement riche parce que l'essentiel de l'argent de Harvard, qui est une université privée, vient de dons individuels et l'État apporte un petit complément qui sont les fameux milliards de dollars qu'on a évoqués à l'instant. Et là, c'est une des batailles les plus importantes, je dirais, d'un point de vue politique aux États-Unis, et c'est encore une bataille de classe, c'est-à-dire les gens je dirais les gilets jaunes américains qui sont MAGA, qui sont les électeurs de Trump, et puis une élite qui est perçue comme à la fois brutale dans les attitudes qu'elle veut voir adoptées par tout le monde, est totalement déconnectée de la réalité. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus important que juste une subvention à une université. Harvard pourrait facilement... La question, c'est de savoir s'il faut justement politiser l'université. Et vous avez oublié de mentionner que Claudine Gay, la présidente d'Harvard, a démissionné il y a 1 an. Donc c'est une nouvelle page qui s'est ouverte depuis dans l'université. Elle a pris du temps à démissionner, Claudine Gay. Mais elle a démissionné il y a plus d'1 an. Avec une lettre de regret qui n'était pas une lettre de regret. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans le point le plus important. Mais comme j'essayais de le dire tout à l'heure, Harvard pourrait très bien vivre avec la totalité des dons qu'elle reçoit de ses anciens élèves sans la subvention du gouvernement. C'est une université qui, je crois... Ça, c'est une autre question, effectivement. Peut-être on va donner la parole à Alain de Chalvron, qui a beaucoup couvert les États-Unis pour France Télévisions. Vous, quel regard vous portez sur cette offensive trumpiste sur, pas seulement Harvard, sur les universités américaines en général? Oui, je crois qu'il ne faut pas se limiter à l'exemple d'Harvard. On a vu qu'il y a quelques semaines, c'était Columbia qui était visée, la grande Columbia université. qui a cédé en partie sur une partie de ses programmes. Oui, qui a cédé en partie, contrairement à Harvard. Toutes les universités sont dans le collimateur. Alors c'est vrai qu'il y a eu des universités où il y a eu des événements antisémites déclarés inacceptables. Mais d'une autre manière, est-ce qu'on peut dire que les manifestants pro-palestiniens n'ont pas le droit de le faire? Enfin, c'est dans la Constitution américaine. Je pense aussi que la question de la liberté de parole va bien au-delà des universités elles-mêmes. Et bien au-delà de la question palestinienne, puisque Donald Trump ne se limite absolument pas à cela. Lui, il parle d'une politique woke. Elle touche bien d'autres sujets. Et quand c'est tous les programmes qu'il faut revoir selon Donald Trump. Les attaques de Trump, d'une façon générale, contre la presse, les mesures qui sont prises, par exemple... Pardon, Elisabeth? Anne-Elisabeth, oui. Ça n'est pas la même chose que le cas spécifique des universités et ce qu'elles représentent et ce qu'elles ne représentent pas dans le système américain à la fois d'éducation et de formation des jeunes et de déni, je dirais, d'une partie des intérêts de la population. Donc je pense qu'on ne devrait pas étaler à tout le cas spécifique de ces universités, en particulier de Columbia et Harvard. Je veux dire, il y a des gens qui ont été exfiltrés par la police et les présidents de l'université n'ont rien fait contre les étudiants qui avaient organisé ce genre de choses. Qu'il y ait des attaques de Trump contre la liberté de penser, je suis entièrement d'accord, mais j'ai l'impression que le cas des universités est tout à fait spécifique. Oui, mais c'est quand même pas un problème qui concerne toute l'Amérique, l'université de Harvard.
C'est une université très célèbre, très sérieuse, très prestigieuse. Mais enfin, c'est jamais qu'une petite université au milieu de dizaines et des dizaines de grandes universités célèbres dans Princeton, sur la côte ouest, il y en a aussi. Enfin bon, on ne peut pas focaliser là-dessus. En revanche, on peut effectivement, après 100 jours de Trump, se demander si la liberté de parole, la liberté d'expression, qui est garantie par la Constitution... La liberté d'enseigner est toujours respectée. Voilà, moi je pense que cette liberté-là est en danger. Alors, au-delà du cas d'Harvard, ça touche la presse, ça touche les associations, ça touche des ONG et ça touche naturellement l'enseignement aussi. Oui. Mais c'est un vrai problème. C'est tout de même un problème crucial aux États-Unis. La liberté de parole est garantie par la Constitution. Je crois que c'est le premier amendement. Le premier ou deuxième amendement. Thomas Hoffnung. Moi, je souscris totalement à ce que dit Alain. Je pense qu'il faut inscrire quand même ce qui se passe à Harvard dans un contexte plus général. Quand même de dire qu'on va mettre en place un système de filtrage des étudiants, étudier leur CV. Oui, parce que ça se joue aux admissions. Voilà, et puis c'est ce que vous avez dit vous-même tout à l'heure. C'est aussi, il y a le woke, tout se mélange au wokisme. Alors j'entends ce que dit Anne-Elisabeth, mais malgré tout, il me semble que justement, c'est l'administration Trump qui mélange tout, les manifestations pro-palestiniennes, donc qui sont égales antisémitisme. Alors, il y a eu des dérives antisémites, mais de là à dire que tous ceux qui manifestent contre la guerre d'Israël à Gaza sont antisémites, non, on ne peut pas dire ça. Et voilà. Et puis, donc, on mélange tout. On parle du wokisme, ces universités au sens large, comme si c'était des bastions du progressisme, du wokisme. Et donc, on sent que Donald Trump, il veut mettre à bas tout ça, et pas seulement dans les universités. Donc voilà, moi je pense qu'on ne peut pas... ça se focalise sur Harvard, mais c'est bien plus général que ça. Et puis on voit cet autoritarisme qui est en train de se mettre en place, les expulsions de migrants, ce Salvadorien qui a été par erreur expulsé vers le Salvador et maintenant qui ne peut plus revenir chez lui, il est marié à une Américaine, et Trump qui va même jusqu'à défier la Cour suprême. Donc voilà, je crois qu'Harvard, effectivement, ça mérite une attention particulière, mais encore une fois, ça s'inscrit dans ce contexte. Un mot, au-delà de l'antisémitisme et du pro-palestinien, du côté pro-palestinien d'Harvard. Harvard, c'est pas un bastion, comme tu le disais, de l'antisémitisme. C'est un bastion de la science, avant tout. C'est ce que j'y venais justement. Vous le disiez, Anne-Elisabeth Moutet, vous disiez qu'Harvard pouvait largement fonctionner sans les subventions fédérales américaines. Malgré tout, ce gel de plus de 2 milliards de dollars a déjà des effets, notamment sur les projets destinés à la recherche universitaire. Il y a un contrat de 60 millions de dollars pour le développement d'un vaccin contre la tuberculose qui a notamment été gelé. Ce soir, Emmanuel Macron appelle d'ailleurs les chercheurs du monde entier à choisir la France. Donc, c'est avec cette offensive trumpiste sur les universités, est-ce qu'on n'a pas un risque de fuite des cerveaux aussi? Anne-Elisabeth Moutet. Je parle de la science, de la recherche. Oui, je suis entièrement d'accord. Je vais d'ailleurs dire que les questions woke ont largement peu impacté les sciences sérieuses, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, la science en général. Non seulement il y a ça, c'est un autre danger parce que même si je reconnais totalement les motivations de Donald Trump, spécifiquement sur les violences qui existaient avant, sur Black Lives Matter, qui ont existé, sur les sujets trans, enfin à chaque fois les professeurs qui disaient quelque chose par erreur étaient attaqués par les élèves brutalement. Enfin, il s'est passé des choses dans lesquelles nous ne sommes pas rentrés. Et ça s'est vu. Mais je vous parle de la recherche universitaire. De l'impact de... Je parle la recherche est une très grande université scientifique. Elle a donc des gens qui font de la recherche. Et moi, je connais un exemple absolument spécial qui se passe maintenant à Harvard. Il s'agit d'une étudiante, d'une jeune professeure de Harvard d'origine russe, opposante à Poutine, qui s'appelle Ksenia Petrova, qui travaille sur des questions génétiques, qui s'est fait envoyer d'un français des lamelles dans lesquelles il y avait des cellules souches qui ont été abîmées pendant le transport et que Harvard a envoyé chercher ces choses spécifiquement à Paris. Quand elle est rentrée aux États-Unis, on lui a demandé à la frontière est-ce que vous avez des produits animaux ou végétaux? Elle a dit non parce qu'elle n'a pas pensé que ces cellules seraient assimilées à ça. Et on l'a arrêtée, elle est retenue, elle est emprisonnée, et on dit maintenant que cette jeune femme qui a un permis évidemment de travail en Amérique et une carte verte va être expulsée directement vers la Russie de Poutine. Alors elle voudrait pouvoir aller en France où elle a déjà des offres. C'est un cas isolé, Anne-Elisabeth Moutet. Là, je vous parle d'un contrat de 60 millions de dollars pour la recherche d'un vaccin qui est gelé à cause d'une décision de Donald Trump.
vous parliez de science et je voulais vous donner justement un exemple où, bien au contraire, on se bat contre la science pour des raisons politiques américaines, et ça, c'est au sujet des immigrants dont on a parlé à l'instant. C'est effectivement ce qui se déroule aux États-Unis en ce moment. Mais il faut vous rendre compte que Harvard a 56 milliards de dollars d'investissement. C'est donc une université extrêmement riche. Cela dit, que le gouvernement décide brusquement de ne pas donner des subventions nationales, d'abord en expliquant qu'il veut faire des économies, mais ensuite en faisant des choix qui sont des choix idéologiques, c'est parfaitement vrai aussi. On va rester là-dessus, on va regarder peut-être ce que nous disent les dessins de presse à ce sujet, Laure Simoes. Oui, je vais commencer par un premier dessin qui nous vient des États-Unis, pays concerné, du grand dessinateur Koterba, qui est vous le verrez à l'antenne, un magnifique détournement de la célèbre photo du char de Tiananmen. Avec, on l'a dit, mais Harvard devient une forme de symbole de résistance aussi, une résistance qui peine aussi à se manifester aux États-Unis, même si la société civile est quand même dans la rue. Donc je trouve que voilà, on sait que ce procédé il est fréquent chez les dessinateurs, de reprendre des photos comme ça iconiques dans leurs dessins. Mais là je le trouve particulièrement touchant ce dessin parce que à la place de l'étudiant de Tiananmen, il y a le directeur de l'université de Harvard. Donc ça veut dire que l'heure est grave. Qui a choisi de ne pas céder, de ne pas plier face aux exigences de Donald Trump. Il y a le rouleau compresseur Trump. Et puis il y a le rouleau compresseur Trump. C'est un peu le combat entre le cerveau et l'idiot, sans mauvais jeu de mots. Un autre dessin du dessinateur brésilien Amorim que j'aime beaucoup aussi parce qu'il fait du bien. Il a une sorte d'effet d'exutoire. Vous allez le voir dans quelques secondes. Voilà l'idiot, le cancre, Trump qui est au piquet. Donc ça fait du bien de le voir comme ça au passage. J'avais envie de le montrer. Un troisième dessin, décidément les dessinateurs brésiliens sont bien inspirés du dessinateur Thiago. C'est pour moi une magnifique trouvaille, on va le voir. Non, c'est pas celui-ci, mais il viendra peut-être. Ah, dommage. Ah, on l'a pas malheureusement. Thiago, non, il n'arrive pas. Bon. Mais vous pouvez nous le décrire peut-être. C'est compliqué de décrire un dessin. Il faut le voir, surtout que. On cherchera alors. Alors je passe directement au dernier dessin. C'était mon petit bonus, le dessin de Soulcier. Voilà, le CNRS en France qui ouvre les bras aux scientifiques américains. Accueillir les scientifiques américains. Oui, venez en se serrant, on aura moins froid. Petit tacle au passage entre. Pour dénoncer aussi quelques problèmes de financement de la recherche française. Mais c'était donc mon dernier dessin. On ne pourra pas voir les autres, tant pis. Voilà, un écho à l'invitation d'Emmanuel Macron ce soir, qui appelle les chercheurs du monde entier à choisir la France et l'Europe et qui leur donne d'ailleurs rendez-vous le 5 mai prochain. On parle maintenant d'un autre bras de fer avec Donald Trump, décidément. Il est en bras de fer avec le monde entier, notamment avec la Chine. Le président chinois Xi Jinping termine sa tournée en Asie. Il est aujourd'hui au Cambodge après sa visite au Vietnam, puis en Malaisie avec, bien sûr, pour objectif de resserrer ses liens avec ses partenaires dans la région face à l'offensive douanière américaine. Alors, Paris réussit ou pas, on en parle dans un instant, mais d'abord, je vous propose d'écouter le président chinois. Face au choc subi par l'ordre mondial et la mondialisation économique, la Chine et la Malaisie se tiendront aux côtés des pays de la région pour lutter contre la confrontation géopolitique et les camps qui se forment en sous-main, ainsi que contre les courants contraires de l'unilatéralisme et du protectionnisme. Et ensemble, nous préserverons les brillantes perspectives de notre famille asiatique. Et je me tourne vers l'ancien correspondant à Pékin que vous êtes, Alain de Chalvron. Quel regard vous portez là-dessus? Quel bilan aussi surtout tiré de cette tournée asiatique de Xi Jinping? Est-ce qu'il a réussi son pari? Il a repris l'initiative face à Donald Trump? Oui, alors il ne fallait pas être grand clair pour comprendre qu'en rejetant la Chine comme il l'a fait, Trump jetait la Chine dans le bras du reste du monde, littéralement. Alors première étape, les voisins d'abord. Parce que les voisins sont déjà largement convaincus, mais ils sont aussi victimes de Trump. Et en particulier le Vietnam, le pauvre Cambodge, avec ses quelques chandails qu'il fabrique dans ses usines, se retrouve avec une taxation de je ne sais plus combien, 40, 50%, enfin bref. Ces pays-là sont les premières victimes et sont des alliés proches de Pékin, même si les relations avec le Vietnam, par exemple, ne sont pas tous les jours faciles. Mais bon,
c'est la consolidation d'une sorte d'axe sud-est asiatique. Maintenant, ça ne va pas s'arrêter là. Il ne faut pas croire que Xi Jinping va uniquement essayer de courtiser ses voisins. Il va courtiser le monde entier. Il a rendez-vous avec les Européens, d'ailleurs, en juillet. Avec les Européens, ça sera sur une base commerciale, mais ils ont de forts moyens commerciaux aussi de se faire entendre. Ça va aussi être, d'ailleurs, même avec les Européens, au niveau politique, je pense qu'il y aura quelques ouvertures de la part de la Chine et de la part de l'Europe vers la Chine aussi. Et vers l'Afrique, vers le monde entier. En fait, c'est du pain béni quelque part pour Pékin. Je dis ça, j'ai du mal à le dire parce qu'évidemment, ils vont souffrir énormément aussi quand même de ce blocage. Autant dire que les produits chinois vont plus avoir accès au marché américain. Mais ça s'assouplit un petit peu. Là, on a l'impression que le message est passé vis-à-vis de Donald Trump, malgré tout, qui a suggéré devant les journalistes la fin possible des hausses de droits de douane contre Pékin. Donc peut-être que Donald Trump a compris le message. Oui, il dit ça aujourd'hui. Hier, c'est vrai il a dit que le contraire. Parce qu'hier, moi, j'ai entendu dire qu'il voulait les passer à 225%, je crois. Donc, pour l'instant, en tout cas, ce soir, il y a un assouplissement. Oui, bon, on verra avec le temps, puisque ça change tous les jours. C'est vrai que ça fait partie de sa stratégie de gouvernance d'entretenir le flou sur ses intentions. C'est possible que, quand même, ses conseillers lui aient dit, franchement, on va un petit peu fort, quoi. Vous l'évoquiez justement à l'instant, le message que voulait envoyer Pékin aussi lors de cette tournée, c'est d'empêcher ses partenaires asiatiques de faire des concessions envers Washington pour négocier les taxes dont ils font eux-mêmes les frais. Vous parliez du Vietnam, du Cambodge, eux aussi sont frappés de plein fouet par les taxes douanières américaines. Oui, absolument, et comme l'a dit Alain, c'est vrai que c'est des pays, notamment le Cambodge, qui sont... C'est pas des pays extrêmement riches, le Vietnam est plus dynamique, je crois, sur le plan économique. Mais c'est vrai que c'est, comme l'a dit Alain aussi, c'est vraiment du pain béni. Moi, j'ai du mal à comprendre la stratégie de Washington. C'est-à-dire qu'on dit que la priorité des Américains, et d'ailleurs ça précède Trump, c'était déjà à l'époque d'Obama, le fameux pivot vers l'Asie, ça perce aussi dans certaines déclarations. On voit que Rubio, par exemple, le secrétaire d'État américain, a dit « bon, l'Ukraine, c'est pas notre priorité. En fait, notre priorité, c'est la Chine. » l'a redit aussi. Il l'a pas dit comme ça, mais tout le monde a compris. La priorité des États-Unis, c'est la Chine. Or, avec cette politique douanière, on a l'impression que finalement, ça peut servir les intérêts de la Chine d'un point de vue géopolitique. Or, quand même, la Chine, c'est aussi, elle inquiète beaucoup de monde en Asie. Enfin, bien sûr, il y a Taïwan, mais aussi les incidents quasiment hebdomadaires entre les marines philippines et chinoises. Donc, c'est la puissance dominante. Et c'est vrai que quand on voit Xi Jinping se poser en champion du multilatéralisme contre le protectionnisme, contre l'hégémonisme, et c'est quand même assez étonnant, quoi, de voir finalement, Trump lui offre un beau rôle en Asie, et comme vous l'avez dit, comme l'a dit Alain, pas seulement en Asie. Et ça fait un moment d'ailleurs que les Chinois font en sorte de diversifier leurs échanges et d'être moins dépendants d'ailleurs des échanges avec les États-Unis. Je crois qu'en termes de pourcentage d'échanges, ça a bien diminué en quelques années. Anne-Elisabeth Moutet, qui est en position de force aujourd'hui? C'est la Chine ou les États-Unis dans cette guerre commerciale? Je crois que les deux sont en position de force et en position de faiblesse de manière différente. Xi Jinping est en situation difficile au sein du bureau politique du Parti communiste chinois, pour toutes sortes de raisons, y compris pour son soutien à Poutine en Ukraine, contre l'Ukraine, qui est critiqué par ses camarades, et il est pratiquement obligé qu'il y ait une victoire russe. Il est maintenant dans une situation où on peut penser au sein du bureau politique du Parti communiste chinois qu'il n'a pas su manœuvrer avec Trump. Alors je pense que c'est difficile de manœuvrer avec Trump, mais là effectivement la situation de flux est une situation dont il profite. Ce qui est certain aussi, c'est que Trump avait toutes sortes d'arguments contre la Chine, en particulier il s'est battu contre ça d'une manière qui était tellement brutale qu'on ne s'est pas rendu compte du départ. C'est la captation d'infrastructures et de richesses naturelles, et en particulier de terres rares, à travers l'Afrique, à travers l'Europe, avec le système de la route de la soie, l'achat la Chine possède déjà des aéroports dans différents pays d'Europe, et possède le port de Trieste, par exemple. Il y a donc une énorme avancée chinoise qui est parfaitement logique d'un point de vue de la Chine, mais on pourrait facilement
a qualifiée de colonisatrice. Donc, la réaction de Trump qui dit « je veux le Groenland », c'est « moi aussi je voudrais avoir un endroit où j'aurai accès aux terres rares, je veux avoir le contrôle du canal de Panama ». Il est vrai aussi que certaines infrastructures sont opérées par des Chinois, et donc c'est une vraie lutte internationale entre l'Occident et la Chine, et naturellement Trump y est allé essentiellement en cassant tout. Je suis pas sûre que ça va marcher, mais il y avait une base sur ça. Laure Simoes, les dessins, oui. Pour terminer. Je vais vous montrer 3 dessins. Ce premier dessin du dessinateur américain Cal, que j'aime beaucoup, qu'on va voir, j'imagine, dans quelques instants. Voilà. Donc, qu'on le sait, avec sa guerre commerciale, Trump a voulu mettre la Chine à genoux. On le voit là sur la première vignette en haut. « Vous vous inclinerez bientôt devant moi », dit-il tout seul face à un bataillon de Chinois bien rangés, comme vous pouvez le voir, d'un ton bien menaçant. Et puis, effectivement, il ne s'attendait peut-être pas à la réaction de la Chine, qui tient tête là aussi. Et on voit les Chinois qui s'esclaffent dans la deuxième vignette, même pas mal en gros. Trump dans le déni qui rétorque que ça commence à marcher. Ça plante bien le décor, je trouve, et c'est vu d'un dessinateur américain, donc ça prouve bien que, vu d'Amérique, on n'est pas très fier du président américain. Cet autre dessin du dessinateur syrien Fad Bahadi, une autre image qui insiste justement sur ce manque de crédibilité du locataire de la Maison Blanche, qui est transformé en clown par un Xi Jinping qui paraît presque raisonnable à côté, quoi. C'est ça, c'est l'effet de contraste qui est saisissant. C'est que le chaos semé par Trump, du coup, un Xi Jinping paraît presque, raisonnable, alors qu'il y aurait de quoi dire. Et puis, pour finir, ce dessin du dessinateur cubain Ramsès, que je trouve très, très bien trouvé. C'est vrai que de cette séquence, c'est pour les dessinateurs quand même Xi Jinping qui ressort gagnant, et on voit que tandis que les États-Unis s'isolent de plus en plus, eh bien la Chine peut potentiellement gagner en influence et bâtir pourquoi pas une nouvelle muraille de Chine autour des États-Unis, la nouvelle muraille de Chine, et puis les payeurs du mur, c'est les États-Unis qui Voilà pour les pourrait dessins. contrarier le président Trump. Avant de clore cette semaine dans le monde, je vous propose une pensée pour Cécile Collère et Jacques Paris, 1076e jour de détention pour les 2 Français. Ils ont été arrêtés en mai 2022 pour espionnage alors qu'ils faisaient du tourisme en Iran. Et puis on jette aussi un œil sur les couvertures du jour pour Pâques 2025, peut-être la une de la Croix. Voilà, Génération ardente, enquête exclusive à lire dans la Croix sur le profil de ces milliers d'adultes baptisés ce week-end. Et puis la une de l'Hebdo qui nous emmène à Rome, là où se rencontrent l'art et la foi. Très belle couverture de la Croix. Merci à tous les 4. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Sunday Telegraph. Thomas Hoffnung, chef donc, du service international de la Croix. Alain Chalvron, ancien correspondant de France Télévisions à Washington et à Pékin. Et enfin à vous, Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, au cœur